Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission qui a pour thème comment mesurer une prévision de manière à avoir un impact business. Je vous rappelle qu'il est possible de poser vos questions pendant toute la durée du débat. Ces questions donc, feront l'objet d'une réponse de la part de nos intervenants. Précisément, nos intervenants, j'ai le plaisir de les accueillir sur le plateau. Il s'agit de Manuel Davy, qui est le fondateur, le créateur de la société Vecchia, qui est également président de la société, et Laurent Béret, donc, qui est directeur de la delivery de la société Silverprod. Bonjour à tous les deux. En quelques mots, donc, Vecchia, peut-être pour nous présenter la société. Vecchia, c'est le spécialiste du calcul d'approvisionnement avec de l'intelligence artificielle pour les approvisionnements dans un grand nombre de secteurs, le retail, le manufacturing, la santé. Merci. Silverprod. Silverprod, intégrateur Microsoft Dynamics D365, société informatique depuis 1967, et on a aussi édité un logiciel qui s'appelle SilverCS, donc on est éditeur et toujours naturellement intégrateur de cette solution. Très bien, donc maintenant nous allons balayer l'agenda avec quatre grandes parties. La première, ça sera le rôle des prévisions, mieux anticiper et prendre des décisions éclairées. La deuxième partie concerne les prévisions orientées vers le business, comment faire évoluer la mesure selon l'usage. Troisième partie, la vision du marché et l'approche de Silverprod. Et enfin, on parlera plus précisément du partenariat entre Vecchia et Silverprod. La première question que j'ai envie de vous poser, Manuel, c'est finalement une prévision, à quoi ça sert ? Alors, c'est une excellente question et elle n'est pas forcément si évidente que ça. La première chose qu'il faut se dire, c'est que dans la supply chain, quand on fait des approvisionnements, il y a toujours un temps qui se passe entre le moment où on prend la décision d'acheter ou de commander une certaine quantité et le moment où cette quantité est livrée pour être utilisée sur le site de destination. Et donc, ce temps qui se passe, finalement, c'est le temps qu'il faut pour anticiper quelle va être l'évolution du stock. Et donc, il y a de manière... il y a toujours une prévision. Dès lors qu'il y a un délai, il y a forcément une prévision. Alors dans certains cas, elle va être complètement explicite, elle va être calculée, et dans d'autres cas, elle va être implicite, elle va passer par des notions de stock de sécurité ou ce genre de choses. Mais la prévision, elle est omniprésente dans la supply chain. C'est ça qui fait tout l'enjeu d'une supply chain, c'est qu'elle doit anticiper les achats, donc elle ne fait finalement d'une certaine manière que de la prévision. Alors si on regarde un petit peu ce qu'on peut dire, c'est que la prévision, il y a énormément d'entreprises qui ont comme objectif finalement de satisfaire leurs clients. Une supply chain, ça sert à ça. Ça sert à ce que quand quelqu'un achète quelque chose, il ait son produit le plus vite possible pour évaluer finalement la qualité de la gestion de ce stock. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont majeures dans la supply chain, et l'une d'entre elles, qui est une des principales, c'est ce qu'on appelle nous l'effet Amazon. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, mais l'effet Amazon, ça a commencé dans le B2C où finalement on a tous pris l'habitude de commander au dernier moment avec un catalogue de 35 millions de références et puis surtout on ne veut pas payer plus cher. Donc finalement les opérateurs de supply chain se trouvent dans une situation où ils doivent avoir le stock proche de l'endroit où ça va être commandé ou d'être capacité de livrer très vite. Donc il ne faut pas être en rupture, il faut avoir du stock en réserve. Et puis, il faut avoir un catalogue très vaste, donc ça pose des problématiques de coûts de stockage. Et évidemment, par rapport à la notion de prix, des problématiques de marge. Et donc, c'est sous les coups de boutoir, je dirais, de cet effet Amazon qui vient un petit peu remettre en cause la supply chain dans le B2C. Et on le voit aujourd'hui, avec en plus l'effet Covid arrivé dans le B2B, où il y a de plus en plus de l'achat e-commerce au dernier moment dans le B2B. On se rend compte que les supply chains, là, elles sont sous une pression particulièrement élevée de performance, d'anticipation et de maîtrise des coûts. Et donc, la question qui est au cœur de tout ça, comment on fait pour garder cette performance ? La prévision, on se rend compte qu'elle a un rôle majeur. Quand on arrive à parfaitement bien anticiper les commandes, et bien évidemment, si on connaissait d'avance exactement toutes les ventes, finalement, là, on aurait une supply chain facile à opérer. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais on peut s'approcher de cette connaissance en essayant d'avoir des prévisions qui sont les meilleures possibles. Et donc, le cœur de la question ici, qu'on voulait éclairer à travers ce webinaire, c'est de se dire, finalement, c'est quoi une bonne prévision ? Par quoi elle est caractérisée ? Et donc, il y a deux points qui sont clés par rapport à ça. Le premier, c'est qu'elle doit être adaptée à l'usage qui est fait du produit. Et le deuxième, c'est la prise en compte des conditions selon lesquelles on achète. Parce que finalement, cette prévision, il ne faut jamais oublier qu'elle sert à prendre des décisions d'approvisionnement. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une variable qui sert à un moment donné, appeler un fournisseur pour passer une commande avec une certaine quantité. Et donc, il y a un phénomène aussi qu'on a vu apparaître,
et qui nous amène à cette notion de prévision orientée business. Et là, je vais peut-être surprendre un petit peu nos auditeurs, c'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'on peut améliorer une prévision au sens de certains indicateurs mathématiques. Donc il y a des prévisionnistes dans l'entreprise qui sont payés pour faire des bonnes prévisions. Et ils sont payés par rapport à des indicateurs mathématiques, et certains ont d'excellents résultats au vu de ces indicateurs mathématiques. Mais quand on arrive dans des très hauts niveaux de qualité de prévision, il y a un phénomène très surprenant, c'est que parfois l'approvisionnement se détériore. Alors ça, c'est quand même très interpellant, parce que ça veut dire que finalement, peut-être son énergie, on ne l'a pas mise là où il fallait, sur les bonnes références, sur les bonnes façons sur les bons pas de temps, comme on dit, à ce qu'on prévoit au jour, à la semaine, etc. Et on se rend compte, en creusant un petit peu ces sujets-là, que en fait, les mesures traditionnelles d'évaluation de la qualité des prévisions peuvent devenir complètement décorrélées de l'impact sur le business. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre finalement ce qu'il y a dans les chiffres et ce que l'on trouve sur le terrain, c'est ça Voilà, avec certains indicateurs mathématiques, alors j'invente les chiffres, mais on peut dire par exemple j'ai 98% de qualité de prévision, et bien finalement je vais me retrouver au bout du compte avec un approvisionnement moins bon que si j'avais 95% de qualité de prévision sur le même indicateur. Et donc ça nous apprend quoi? C'est que la façon dont on évalue la qualité des prévisions, elle n'est pas bonne. Par rapport à ce qu'on veut faire finalement, c'est avoir des meilleurs approvisionnements. Donc toute l'idée, c'est de se dire comment on va faire pour améliorer l'évaluation de cette prévision, pour que quand on travaille pour l'améliorer, ça serve vraiment à quelque chose. Oui. Donc ça, c'est le premier axe de réflexion. Et je ne vais pas vous dévoiler ici l'ensemble des points, parce que ça nous prendrait trop de temps, mais simplement vous amener à aller consulter le blog de Vecchia, où on va prochainement justement mettre en ligne un article qui décrit vraiment en détail ce phénomène-là. Mon idée aujourd'hui, c'était plus de vous interpeller et d'interpeller nos auditeurs par rapport à ce point-là. Alors le deuxième sujet par rapport à la prévision, c'est que finalement quand on prend une prévision, on est tous devant notre tableau Excel, on a une prévision pour les prochaines semaines et on se dit voilà, je sais que je vais en vendre 18 cette semaine-là, 24 cette semaine-là et 15 la semaine suivante, donc je vais en commander 40. Voilà, raisonnement typique. Et puis après on se dit ah oui mais il y a peut-être un peu d'erreur, donc je vais en rajouter 15 comme stock de sécurité. Et en fait on se rend compte que finalement ce 15 qu'on rajoute à la fin, tout comme le raisonnement avant, finalement ils sont pleins d'hypothèses. Ouais. Parce que finalement, l'hypothèse qu'on fait, c'est que la prévision, c'est ce qui va se passer. Or, la prévision, finalement, on ne sait a posteriori que ce qui s'est vraiment passé, c'est jamais exactement la prévision. Donc nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que la prévision, il faut plus la voir comme ce qui peut se passer. Et donc, la notion entre ça va se passer et ça peut se passer, entre deux, il y a un mot, c'est probable. Donc, il y a une notion de probabilité. Et donc, une des grandes avancées, je dirais, dans le domaine de la prévision, c'est la mise en place d'une évaluation, finalement, de l'erreur qu'on fait. Et c'est ça qu'on appelle la probabilité. Et donc, on passe d'un monde de prévision qui disent « il va se passer ça », et la machine dit « je suis sûr de ça », elle ne fait pas la différence entre « ça va se passer » ou « ça s'est déjà passé ». Et puis celle qui, au contraire, se dit « finalement, j'ai des scénarios ». On peut en vendre un peu plus, on peut en vendre exactement ça, on peut en vendre un peu moins. En fonction de ce qu'on va prendre en compte comme scénario, on va pouvoir ajuster des approvisionnements. Et donc après, si on a des moteurs de calcul de stock intelligents, eux, ils vont prendre en compte cette incertitude-là. Ils vont prendre aussi en compte l'incertitude des lead time et d'autres sources d'incertitude et dire voilà, l'approvisionnement qui a le plus de chances de vous permettre de faire vos objectifs business, c'est celui-là. Et donc là, on voit qu'on change complètement de paradigme entre considérer la prévision comme un acquis, comme quelque chose de certain, et puis quelque chose qui va être vraiment orienté vers la performance du business. C'est un peu comme la météo, quoi, en quelque sorte. On a eu, les prévisions sont fiables à 40% ou à 60%. Voilà. C'est ça. Mais dans le passé, quand j'étais enfant, les prévisions, il n'y avait pas de marge d'erreur. C'était demain, il va faire beau. Ouais. Et on se rend bien compte que moi, j'étais en Normandie en plus, donc en fait, il pleuvait. Ouais. Donc c'est établir une notion de fiabilité sur des prévisions qui peuvent être juste ou pas? En fait, c'est de se dire, en fait, la prévision, elle ne va pas se réaliser exactement, mais par contre, il peut y avoir des oscillations. Et ce qui est important, c'est d'anticiper finalement les différents scénarios. Il va s'en vendre un peu moins, il va s'en vendre ce que j'ai prévu un peu plus, et en fonction de ça, de prendre des décisions en prenant des considérations en euros, en capacité de stockage, en capacité de transport, qui vont se dire, voilà, le scénario qui est le plus optimal par rapport à tout ce qui peut se passer, c'est celui-là. Et on se rend compte que dans les chiffres, ça fait une vraie différence. Là, j'ai quelques chiffres. On a fait une expérimentation très simple. Imaginez une campagne promotionnelle dans le retail, dans la grande distribution.
Donc vous savez comment ça marche, on achète des quantités, on les distribue dans les magasins le jour du début de la promotion, et puis 15 jours plus tard, quand la promotion est finie, on relève les compteurs et on regarde ce qui s'est vendu et combien de stocks résiduels je vais avoir. Et ben, quand on passe d'une prévision déterministe calculée un peu à l'ancienne, avec une prévision qui va avoir la même tendance mais qui va être avec des probabilités, en fait on se rend compte qu'on prend nos décisions d'attribution du stock sur les deux prévisions différentes. Et ben, quand on prend des probabilités, en fait on se rend compte qu'on augmente de 26% le chiffre d'affaires de la promotion et on réduit de 42% le stock résiduel. Donc le simple impact de faire différents scénarios probables, en fait, ça amène à des décisions qui, dans la réalité, fonctionnent beaucoup, beaucoup mieux. Mais alors cette notion d'imprécision, de probabilité, comment elle se traduit dans l'outil Alors elle se traduit sur le fait que quand l'outil calcule une prévision, en fait, il va calculer un faisceau de prévisions avec différents scénarios, avec chacun différentes probabilités, un scénario plutôt haut, un scénario intermédiaire, un scénario plutôt bas. Alors comment savoir comment faire le choix entre les différents scénarios? Alors il les considère tous et il calcule les approvisionnements liés à chacun de ces scénarios et après il les pondère par leurs différentes probabilités. Donc celui-là il dit il est bien mais il a une très faible probabilité de se produire. Et en fait, ce qui est important à la fin, c'est la prise de décision. Et la prise de décision, souvent, elle est limitée en termes de nombre de décisions. Souvent, c'est j'en prends une palette ou j'en prends 2 palettes. Là, c'est soit je prends un poids lourd complet ou j'en prends 2. C'est souvent ça, les décisions. Et donc, je dirais, le fait d'étudier ces différents scénarios va nous orienter plutôt sur une quantité à approvisionner qu'une autre. D'accord. C'est ça qui fait la vraie différence, en fait. C'est cette capacité à s'adapter aux petites incertitudes du quotidien, en réalité. Et alors justement, pour s'adapter, ça veut dire qu'il y a que l'outil balaye les données et remet à jour d'une façon itérative tout ce qui se passe dans la réalité. Exactement. En fait, ce qui est important également, c'est la fraîcheur de l'information qu'utilise l'outil. Et donc, un des axes importants aussi pour la bonne qualité de prévision et son bon impact, c'est de remettre à jour tous les jours toutes les datas, même plusieurs fois par jour, notamment les données de stock qui sont déterminantes dans le calcul des commandes, de les remettre à jour de manière très fréquente. C'est là que le machine learning est important, alors finalement. Voilà, parce qu'en fait, il permet de brasser cette quantité astronomique de données de manière systématique et avec finalement en automatique. Une automatisation, mais qui est au service des approvisionneurs, parce qu'il y a quand même des informations clés qui sont dans la tête de l'approvisionneur et c'est lui qui doit avoir le dernier mot, puisque c'est sa responsabilité au final. Donc l'outil est là pour marcher le travail de la manière la plus intelligente possible, pour permettre la meilleure performance. Donc c'est exactement ce qui est sur cette slide, puisqu'il y a dans le calcul de la prévision finalement, on va retrouver des choses qui existent depuis très longtemps, on va reprendre toutes les données de ce qui s'est passé avant, mais aussi les données que l'on appelle nous de contexte. Par exemple, en ce moment, il ne vous a pas échappé, on a une période de pandémie, donc il est fort probable que dans 3, 4, 5 ans, quand on sera revenu sur des cycles normaux, les données de vente d'aujourd'hui, elles ne seront pas forcément représentatives. Mais il y a quand même des choses intéressantes, la montée du e-commerce, ce genre de choses qui vont se perdurer. Et donc le machine learning, ce qu'on lui donne, c'est l'information. Il y avait le Covid, mais on ne lui dit pas d'ignorer les données. On lui dit simplement il y avait le Covid. Et lui, il va apprendre. Ça sera un cas d'école, en fait. Exactement. Après, ce qui est important aussi, et je reviens là-dessus, c'est le rôle de l'approvisionneur. C'est que quand on a des événements brutaux comme un confinement ou une sortie de confinement, là, l'approvisionneur doit prendre la main et donner à la machine soit les objectifs de son entreprise, soit sa propre interprétation des choses, et la machine l'aide à mettre tout ça en marche, de manière simple. Elle fait le détail, lui fait le macroscopique, on va dire. Parce que là, typiquement, les historiques n'ont plus grand-chose. Alors les historiques non, mais il y a des données de contexte, il y a des données de corrélation entre différents secteurs d'activité, il y a des données qui restent vraies, notamment la composition des bassins de chalandise. Enfin, toutes ces choses-là peuvent encore avoir une valeur explicative dans le futur. Donc ça, c'est la brique de prévision probabiliste. Et puis après, le moteur de commande, il prend en compte toutes les contraintes de la vraie vie de l'approvisionnement, parce que c'est aussi une réalité. C'est est-ce que mon camion va être assez grand? Donc s'il ne l'est pas, il faut que je fasse des choix. Est-ce que mon entrepôt peut accueillir toutes ces livraisons-là ce jour-là? Non, donc il faut que je les étale. Enfin, voilà, ça c'est le rôle du moteur d'approvisionnement, c'est d'avoir cette intelligence-là pour finalement que quand on prend une décision, on puisse réellement l'exécuter. Et pas que ce soit quelque chose de théorique qui va être redécoupé 15 fois derrière par les contraintes de la vraie vie, quoi. Bien sûr. Donc voilà l'idée générale et c'est ce que permet de faire la technologie aujourd'hui.
Et donc nous, notre vision chez Vecchia par rapport à ces évolutions-là, c'est que évidemment, ça n'a échappé à personne, la supply chain fournit énormément de données et ça va de manière exponentielle, parce que les systèmes aujourd'hui permettent de tout traquer avec une qualité de données qui est très forte. Et donc nous, on se dit, on veut valoriser cette donnée pour permettre aux supply chains d'être plus performantes. Donc à travers le raisonnement qu'on vient d'avoir. Et puis aussi de se dire, la supply chain, c'est un monde aussi d'êtres humains. Et il y a un rôle clé à jouer dans l'être humain, dans le pilotage de la supply chain, parce qu'on ne peut pas confier la gestion d'une entreprise uniquement à une machine. Il faut à un moment donné qu'il y ait une décision humaine. Et donc, l'idée, c'est aussi que la machine soit au service de l'approvisionneur pour lui, comme on l'a dit tout à l'heure, lui faciliter le travail. Oui, même si on fait appel à l'intelligence artificielle, il reste quand même l'intelligence humaine qui... Exactement. La machine n'a aucune intuition, par exemple. Et l'intuition, c'est souvent une source de bonnes décisions quand on sait l'écouter et la challenger. On passe à la maturité des organisations qui on ne vous a pas encore entendu. Enfin, pour exprimer votre vision précisément sur cette maturité des organisations. Peut-être une réaction par rapport à ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure. Oui, déjà c'est une belle présentation et ça nous incite à la réflexion par rapport justement à ce côté prévision et qu'est-ce qu'on doit faire de la prévision et comment on doit la traiter dans la société, dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'important, on le sait, c'est que nos processus soient fiables, soient robustes et puissent s'inscrire dans le temps. Et pour que ça marche, pour que ces processus soient stables et robustes, il nous faut de la data, d'accord ? Et plus on aura de data, plus on aura une data performante, saine, et qui prend ensemble, comme l'expliquait très bien Manuel, toute la chaîne. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité juste à la vente, mais on doit aussi prendre naturellement les impacts de production, les impacts de livraison, toute la chaîne de la supply. Plus on aura de data, et plus la personne qui devra prendre la décision sera en position de sécurité et pourra aussi réfléchir au coup d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'a bien dit tout à l'heure, c'est l'humain à un moment qui va décider, la machine ne décidera jamais. Mais par contre, la machine va nous permettre d'avoir des processus, va nous permettre d'avoir plus de données qui vont nous permettre de nous projeter sur du court, moyen et long terme. Et on sait que les économies d'échelle, on pourra les faire quand on aura une data qui sera fiable et réaliste. Donc sur la maturité Alors la maturité, oui, pardon, du marché. Aujourd'hui, on est vraiment, je pense, avec le Covid en plus qui a lancé plus le e-commerce de façon assez très importante. On est aujourd'hui dans une époque de transition. Les entreprises sont dans une démarche numérique aujourd'hui et de transition numérique très importante. Ils s'aperçoivent toutes les entreprises s'aperçoivent qu'il y a un besoin réel de données. Et donc ces données, elles arrivent par le biais de l'intégration de systèmes ERP dans les entreprises qui permettent de fiabiliser, de rendre robustes les process. Et on a là une marge de progression importante sur ces données parce qu'il y a une évolution presque, je dirais, pas quotidienne, mais on va dire il y a des révolutions technologiques qui sont très rapides. Et donc on est dans cette démarche-là. Le marché, aujourd'hui, est très preneur de cette donnée-là. Les entreprises en ont besoin. C'est un sujet qui les interpelle. Et c'est là où il faut qu'on arrive, nous, à répondre à leurs besoins. On en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera du partenariat entre Vecchia et Silverprod. Mais j'avais envie de vous demander, mais comment vous partagez un petit peu le travail là, entre l'outil de prévision et l'ERP ? Comment les choses se passent ? C'est une question qui est très importante parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les entreprises, elles ont des solutions l'ERP a un rôle clé dans l'entreprise pour toute la mise en œuvre opérationnelle. Les outils comme Vecchia, ils ont tendance de plus en plus à s'intégrer dans l'ERP finalement pour qu'il y ait une continuité d'expérience pour l'utilisateur, de manière à ce que quand il prend une décision, ce soit fluide, ce soit un parcours fluide, les données soient synchronisées en permanence entre les outils, et finalement, dans certains cas extrêmes, même que s'il le décide sur certains articles, finalement, ce soit entièrement automatisé. C'est-à-dire que l'ERP capte les données, l'outil Vecchia fait son calcul, il le transfère dans l'ERP qui va mettre en œuvre automatiquement la commande. Donc ça, c'est déjà des cas qui existent aujourd'hui. On a chez certains clients, on témoignait avec vous il y a quelques temps avec Orange, qui était à plus de 99% de ces commandes qui étaient de cette manière-là automatisées de bout en bout, en fait. Sur un nombre restreint de références quand même. Sur un nombre restreint, mais beaucoup de sites. Donc ça fait quand même pas mal de points de gestion, comme on dit chez nous. Donc pour revenir à la question, aujourd'hui on va de plus en plus à une expérience d'utilisation unifiée entre les différents outils de gestion pour simplement la faciliter pour le quotidien des utilisateurs.
Peut-être... Oui, mais en complément, c'est ça, hein, c'est cette capacité qu'on a à mettre les opérateurs et leur mettre la donnée à disponibilité le plus facilement possible. Et c'est pour ça qu'il y a un réel avantage à intégrer dès le début des solutions comme VK dans nos solutions ERP transversales de l'entreprise. Parce que si elles sont intégrées dès le début, on va pouvoir justement mettre en place les process avec nos clients, les emmener découvrir de nouveaux atouts pour leur prévision et pour leur mode de fonctionnement. Alors, il y a un paradigme, on dit toujours, les prévisions sont fausses. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en fait, l'objectif, c'est de réduire finalement la marge d'erreur. En fait, quand on passe en prévision probabiliste, on dit plus c'est vrai, on dit c'est probablement vrai. D'accord. En fait, l'idée, c'est de se dire que, effectivement, comme la prévision est fausse, autant un peu calibrer le champ des possibles. Et puis, faire en sorte qu'elle soit le moins fausse possible. Le moins fausse possible, mais toujours en gardant en tête que ce qui est important, c'est de bien servir ses clients. Hein, parce que souvent, on est amené à intervenir dans des entreprises où effectivement, il y a une fonction prévision qui peut être un peu dissociée aussi de la fonction appro. Et dans ce cas-là, c'est là où on perd le plus finalement de performance, parce que le prévisionniste va faire de son mieux par rapport à ses indicateurs mathématiques, mais comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, quand il va vraiment pousser à l'extrême, ça va devenir contre-productif. Et donc nous, on est vraiment pour une reconvergence de ces fonctions-là autour d'un objectif commun qui est de mieux servir les clients, puisque c'est ça qui est le plus important. Avec des clients qui sont de plus en plus exigeants, avec qui n'acceptent pas les ruptures, qui veulent des délais de plus en plus courts, etc. Donc, et puis qui sont contraints aussi quand c'est des entreprises, donc il faut que tout le monde s'adapte. Donc remettre, en quelque sorte, le client, le consommateur au centre du dispositif. Voilà, le client final. C'est à ça que sert une supply chain, on ne le répétera jamais assez. Hein. Elle sert d'abord à servir bien ses clients pour la satisfaction client, en coûtant le moins cher possible. Ce qui implique un mouvement qui est opéré déjà depuis quelque temps, la transformation digitale de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot d'ailleurs, de transformation digitale de l'entreprise ? Laurent sera peut-être mieux placé que moi pour répondre à ce point-là, mais effectivement, il y a cette notion-là. On met beaucoup de choses à la transformation digitale, hein, mais les axes qui portent aujourd'hui, c'est la qualité de l'information qu'on va recevoir. Hein. Aujourd'hui, on est passé d'un stade où on avait on avait de la data, mais elle était très difficile à les collecter. Il fallait faire des interventions humaines qui étaient assez lourdes. On connaît tous les fichiers Excel, les croisées dynamiques et les recherches V, etc., qui prennent du temps et qui sont consommateurs d'énergie sur des sujets qui peuvent être aujourd'hui automatisés. Donc la transformation digitale, elle est vraiment là. C'est amener cette notion de données, de qualité de données le plus rapidement possible à l'utilisateur final qui va pouvoir prendre la décision. Et c'est vraiment là où il y a un gros enjeu. Aujourd'hui, mettre des gens sur des fichiers Excel, très bien, mais on sait que c'est pas la panacée. On sait qu'une personne sera beaucoup plus efficace quand elle se servira de son intuition, quand elle aura de la data de qualité pour prendre les bonnes décisions, pour approvisionner ses clients. Parce que le but, il est bien là, c'est qu'on serve le client. Et nous sommes les premiers consommateurs, et nous sommes les premiers demandeurs à avoir cette qualité de service régulière, de retrouver les produits dont on a besoin quand on en a envie. Donc choisir des solutions logicielles de gestion de stock. Oui, derrière, il y a tout le flux. Hein, donc c'est pour ça que l'ERP a toute sa puissance, parce que l'ERP, justement, dans l'entreprise, va être en capacité de gérer l'ensemble des flux de l'entreprise, que ce soit de la finance, de la prod, de la supply, voilà. Et on peut même aller jusqu'à la CRM et tous les sujets qui sont en contact avec le client et qui font vivre aujourd'hui l'entreprise. Les regrouper au sein d'un même système, ça a quand même un gros avantage, c'est qu'on a cette donnée qui est fiable, qui est de qualité, et dont on va pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse l'utiliser à différents niveaux, quoi. Voilà. Et ça, c'est une souplesse qu'on n'avait pas avant. Alors, on parle souvent des outils, mais c'est aussi des processus, de l'organisation. Je pense que ça, c'est aussi une dimension qu'il ne faut pas évacuer. Alors, effectivement, il y a... importante. Oui, tout à fait. L'organisation, en fait, elle s'allège en fait, avec ce type d'outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des process avec des prévisionnistes, des approvisionneurs, des gens à l'entrepôt, il faut coordonner tout ce monde-là. Il y a des flux de communication qui sont parfois complexes à mettre en place. Quand on réintègre tout ça dans un ERP qui a un certain niveau d'intelligence, je dirais, il arrive à faciliter le fait de véhiculer ces informations de manière la plus fluide possible. Des exemples qu'on a, c'est que, par exemple, on est aussi de plus en plus capable d'annoncer la couleur, entre guillemets, à ses fournisseurs, à ses entrepôts, sur la charge qui va arriver, parce que la prévision, elle arrive de plus en plus à se fiabiliser par rapport à ces données-là.
Donc le fait d'avoir ce socle commun est effectivement un point clé par rapport à la simplification des process. Et puis surtout, l'objectif qui est très important pour nous, c'est aussi la montée en intérêt des tâches qui sont confiées finalement aux personnes qui pilotent les stocks. Donc on va passer dans les process comme le disait tout à l'heure très justement Laurent, on remplit des choses dans des tableaux Excel et puis après on les réinjecte dans l'ERP. Finalement on laisse l'ERP fonctionner en tâche de fond, on va plutôt s'occuper des exceptions, des alertes, et là on va, c'est de la communication humaine dans la réalité, et donc ça nécessite de refaire un travail de définition de la mission de chacun et de comment les personnes interagissent les unes avec les autres. Je vois dans le slide définir un processus collaboratif d'anticipation des ventes, ça c'est très important en interne et aussi avec les fournisseurs, j'imagine, un dialogue permanent qui doit s'établir. Exactement, alors on pourra en parler, mais il y a derrière cette notion-là le nom de processus Sales and Operations Planning, le SNOP, et on se rend compte que grâce à la technologie, la digitalisation, on arrive à partager une visibilité forte avec ses propres fournisseurs et avec ses propres clients, ce qui fait que toute la chaîne devient plus performante. Donc ça c'est un point clé. Je voulais quand même revenir tout à l'heure sur un point qu'on a dit sur le changement des processus. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est quand même à la carte en fonction des entreprises. C'est-à-dire qu'il y en a qui utilisent ce type de technologie finalement pour apporter de la performance dans des processus existants et elles font le choix, et c'est respectable, de ne pas faire évoluer les process parce qu'il y a d'autres priorités ou d'autres enjeux. Mais on a déjà ce surcroît de performance. Et puis il y en a d'autres qui vont jusqu'au bout et qui se disent j'en profite aussi pour refondre la façon dont mes équipes travaillent. Ouais. Donc on se rend compte que c'est pas l'intelligence artificielle là-dedans n'oblige à rien. En fait, c'est vraiment au choix des entreprises de décider d'aller plus loin ou pas. Mais aussi de les accompagner dans la transformation. Là, je vois aussi mise en place d'un projet de conduite du changement. C'est aussi une dimension importante. Surtout quand ça implique souvent un changement de culture, en tous les cas, même sans aller jusque-là, en tous les cas, un accompagnement des gens qui sont directement concernés par le process. Comme je le disais, c'est à la carte. Ça peut être vraiment une colonne qui change dans un tableau et ça peut déjà apporter beaucoup de valeur. Ou ça peut être effectivement, on refond tous les process. Mais j'ai envie de dire, j'ai plus envie de passer la parole à notre partenaire Silverprod, dont c'est le métier, je dirais, de conduire ce type de projet. Oui, dans ce cas-là, aujourd'hui, les sociétés sont quand même plus dans une démarche de changement, de conduite du changement. Mais la base, elle est là, comme vous l'avez dit, c'est un changement de culture aussi. C'est que si on n'emmène pas les équipes, vous pouvez mettre n'importe quel système. Si vous n'emmenez pas les équipes, si vous ne formez pas vos équipes, si vous ne leur donnez pas de vision, parce que c'est important aussi de leur dire aujourd'hui quelle est notre vision aujourd'hui qu'en tant que société, comment on veut livrer nos clients, par quel biais. Toute cette démarche-là aussi, les impacts que peut avoir la supply chain et la notion de RSE aussi. Aujourd'hui, c'est deux notions qui sont très très imbriquées. Donc, on a la possibilité d'emmener les gens sur de la vision, sur du long terme, pour justement créer cette transformation, créer cette conduite du changement, pour que tous les équipiers des sociétés prennent vraiment possession du système. Et pour qu'eux, ils voient un intérêt dans leurs tâches de tous les jours. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que les processus sont super importants dans l'organisation. Et c'est là où, justement, Silverprod intervient dans notre rôle d'accompagnement. Et aussi, comme on a une très forte connaissance de l'outil et qu'on va aussi avoir avec Veka très prochainement, et c'est aussi de leur proposer des solutions, certainement, auxquelles ils n'avaient peut-être pas encore envisagé. Mais comme on est dans une démarche de changement, comme on est dans une démarche on va dire casser les silos, parce que c'est un petit peu ça aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à mettre de la transversalité dans la prise de décision et dans l'autonomie des gens, des équipes, pour qu'elles puissent, plus près on décidera du terrain, et plus on aura de la productivité. Plus près la décision sera faite sur le terrain, et mieux ça marchera. Et pour qu'on ait cette décision près du terrain, il nous faut de la data au plus près des gens. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que l'ensemble des personnes aient accès à la bonne donnée au bon moment. Alors c'est quoi ce partenariat entre Veka et Silverprod? C'est un partenariat commercial? C'est un partenariat comment? Déjà c'est une bonne nouvelle. Dites-nous tout là. On est très très fiers effectivement de ce partenariat. On a une logique avec Veka de s'appuyer de plus en plus sur des partenaires qui ont un vrai savoir-faire sur des secteurs où ils sont historiquement très installés. On a identifié Silverprod comme étant un acteur effectivement qui avait une grosse crédibilité parce que beaucoup de projets réussis avec des clients tout à fait satisfaits à la fois sur, comme l'a dit Laurent, l'ERP maison, mais aussi sur Microsoft Dynamics, qui est aussi un partenaire de
Vecchia. Et donc le partenariat, c'est dans un premier temps effectivement un partenariat commercial, mais avec la vocation d'aller dans des projets menés en commun de bout en bout. La formation des équipes Silverprod sur la solution Vecchia à différents niveaux, je dirais, de certification pour que Silverprod soit en autonomie à terme pour déployer des projets Vecchia auprès de ses clients. Il n'y a pas d'échange capitalistique entre les... C'est un partenariat commercial. 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 Qu'est-ce que vous attendez l'un de l'autre, en fait? Nous, ce qu'on attend, mais c'est toujours la vision, moi satisfaire mes clients. Et pour satisfaire mes clients, aujourd'hui, il nous faut une donnée de qualité fiable et aussi une approche différente de ce qui se faisait avant, puisqu'on s'aperçoit qu'on a des sources de progrès qui sont existantes encore, comme l'a donné tout à l'heure Manuel avec les chiffres qu'il a présentés. Donc, si nous, on n'est pas capable aujourd'hui d'amener chez nos clients des solutions qui vont leur faire gagner des parts de marché, de la productivité, on aura un petit peu loupé notre truc, quoi. Donc c'est vraiment aussi d'être un promoteur des solutions de demain, d'emmener nos équipes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, comme le disait Manuel, c'est que nos équipes montent en compétence sur ces sujets-là pour qu'il y ait de l'autonomie et qu'on soit en capacité chez nos clients de leur dire: là, vous travaillez de cette façon-là aujourd'hui. Demain, regardez ce qu'on a fait, regardez comment on peut vous aider justement à optimiser votre supply chain et à avoir plus de gains à la fin, quoi. Le choix de Vecchia, c'est pas un choix anodin, j'allais dire. C'est pas un partenaire classique, parce que Vecchia s'appuie sur des technologies qui sont peut-être un petit peu différentes d'autres partenaires. Qu'est-ce qui a été pour vous un élément déterminant justement dans le choix de ce partenaire? C'est la solution surtout. Après, il y a les hommes aussi qui l'apportent. Hein. Je veux dire, on ne fait pas un accord si le courant passe pas entre les hommes qui travaillent ensemble. C'est juste une évidence. Mais la solution aujourd'hui, elle interpelle parce qu'elle amène une vraie nouveauté dans la prévision, une vraie nouveauté dans le mode de fonctionnement. Et donc ça, pour nous, c'est intéressant parce que là, on peut créer justement chez nos clients, leur apporter des solutions qui vont leur permettre d'être plus performants. Je regarde le timer, je crois qu'on a atteint donc le temps pour le débat. Je me tourne vers Hervé pour voir si nous avons des questions. Hervé me fait signe que nous avons plein de questions. Donc Hervé va nous poser la première des questions. Bonjour à tous. Donc oui, première question. Comment faut-il rassurer les utilisateurs approvisionneurs sur ces sujets scientifiques probabilistes ? C'est une super bonne question. En fait, ce qui est une certitude, c'est qu'un approvisionneur, son métier, c'est pas d'être data scientist. Et donc, ce qui est très important et qui a été l'objet d'une R&D qui a duré plusieurs années chez Vecchia, ça a été de finalement trouver le moyen de communication entre guillemets, le cerveau de la machine, qui n'a pas de cerveau, enfin les puces silicium de la machine, et puis je dirais l'intelligence humaine de l'approvisionneur. Et donc ça passe par plusieurs notions. La première, c'est une façon de représenter les données à l'écran qui soit intuitive. La deuxième, c'est de toujours expliquer tout ce qui est calculé de manière simple. Donc par exemple, quand il y a une commande qui est calculée, le système il est capable d'expliquer chacune des étapes qui a été suivie pour arriver jusqu'à cette proposition de décision. La troisième, c'est de mettre en place des systèmes d'alerte qui sont calqués sur le raisonnement humain. C'est de se dire, moi en tant qu'humain, j'aurais plutôt eu l'intuition que la quantité, ça aurait été ça. Ouais. Et donc on va aussi coder de manière parallèle ces raisonnements humains pour challenger les résultats de la machine, ouais, et dire si tu as vu le temps de regarder en détail chacun des commandes, c'est celle-ci qui t'aurait interpellé. Et donc ça permet après à l'approvisionneur de s'approprier le résultat. Donc c'est un vrai sujet sur lequel on a passé beaucoup de R&D. Aujourd'hui, on est très satisfait de la façon dont nos utilisateurs en fait s'approprient et sont tout à fait à l'aise avec les calculs de la machine. Et donc on n'a pas besoin d'être hyper spécialisé dans l'intelligence artificielle. On utilise l'outil d'une façon je vais dire relativement simple, comme n'importe quel autre outil de prévision de la demande. Voilà, plus de 90% de nos utilisateurs aujourd'hui disent qu'ils sont capables d'expliquer le résultat à leur boss ou à leurs collègues, d'expliquer pourquoi le résultat est celui-là.
C'est un commentaire aussi côté... Oui, l'accompagnement des équipes, il est évident. Hein. C'est au-delà de la convivialité de l'écran, l'explication des datas, il y a aussi toute la partie formation derrière. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de vision. Ouais. C'est aussi, il faut bien aussi projeter les gens dans la démarche de dire demain, voilà ce qu'on va faire et voilà comment on va le faire. Et ça, il faut les impliquer dès le départ, tant au moment du paramétrage, au moment de l'ergonomie, pour que les gens soient investis et puissent continuer derrière le développement du système. Voilà, on n'a pas besoin d'être data scientist pour maîtriser l'outil. Hervé, l'autre question ? Oui. Pouvez-vous donner un exemple d'entreprise avec laquelle vous avez mis en place des prévisions probabilistes ? Oui, alors l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est avec un grand distributeur, une enseigne d'hypermarché, mais qui n'a pas souhaité qu'on diffuse son nom. On est en train de le mettre en place dans un groupe pharmaceutique, donc qui opère des pharmacies. Et donc là, l'enjeu, c'est l'approvisionnement de toute la parapharmacie. On l'a mis en place Je crois que tu allais également. parler des vaccins. On pourrait tout à fait l'utiliser. Ouais. On va éviter ce sujet-là. On l'a mis en place également chez des opérateurs comme Orange, par exemple, sur la partie approvisionnement de la fibre. Et également sur la partie Engie, qui est un de nos clients historiques, donc qui sont les deux plus avancés, je dirais, sur ces technologies-là. Ce sont des clients sur lesquels on a commencé par la partie, je dirais, déterministe, aussi parce que notre R&D n'était pas tout à fait mûr, et puis petit à petit, on a mis en place la partie probabiliste. Ouais. Mais c'est vraiment l'avenir sur ces sujets-là, à la fois dans la recherche académique et aussi sur un peu les personnes qui donnent les grandes tendances d'évolution du marché, les grands cabinets d'analystes. Les probabilistes s'imposent comme une réalité de demain, qui est, même d'aujourd'hui d'ailleurs, qui est incontournable. Ah ouais. Hervé ? Alors une question pour nos deux intervenants. Comment voyez-vous le futur de la supply chain, en particulier après la pandémie ? Oui, ça c'était une des questions aussi que je souhaitais vous poser. C'est une vraie question. Et l'autre question, c'est comment vous l'avez vécu en fait cette pandémie, parce que c'est aussi, enfin, j'écoutais les chiffres ce matin là, de la Banque de France qui dit récession 8% l'année dernière, prévision de 5% de croissance l'année prochaine. Enfin, c'est des variations qui sont vraiment qui ont forcément des répercussions sur les chiffres de vente, donc avec des prévisions qui sont très très difficiles à réaliser. Donc, Alors, dans le domaine du logiciel, il y a un constat qui est quand même très fort, c'est que là, c'est des chiffres qui datent de fin 2020. En fait, il y a une augmentation entre 25 et 30%, je dirais, du marché du logiciel et des solutions pour la supply chain, puisque la pandémie, finalement, elle a mis un gros coup de projecteur sur des zones d'ombre dans les entreprises. Et ce qui fait qu'il y a une prise de conscience que vous avez constatée aussi, j'en suis convaincu chez Silverprod, sur les évolutions. Le marché là repart à un niveau qu'on n'avait pas connu depuis longtemps. Alors l'année dernière a été très difficile, c'est clair. Tout le monde, de toute façon, tout le monde a été impacté. Donc tous les systèmes qui ont été mis en France pour absorber le choc ont bien fonctionné à tous les niveaux. Même nous, à notre niveau, le télétravail, on l'a multiplié par, j'ai pas le chiffre en tête, mais on a divisé la présence, je veux dire, par 10 au moins, quoi. Les gens, on a mis en place des systèmes pour le télétravail et ça fonctionne et ça marche bien. Donc au niveau de la supply chain, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que ce qu'on a vécu là, de toute façon, ça va rester. Il y a une base qui va rester. On va certainement retrouver un point d'équilibre dans le futur, parce qu'il va falloir retrouver ses habitudes de consommation. Les gens aussi ont besoin de vivre, ont besoin de sortir, ont besoin de se rencontrer. Donc il y a aussi cette notion aussi qui est importante au niveau de l'humain et de la relation inter-entreprise, client-fournisseur, qui est très importante aussi. Mais on a vu, la supply chain, pour moi, le coup d'après, c'est vraiment l'intégration, comme le disait tout à l'heure Manuel, de toute la chaîne logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la donnée qui vient du client, et ça, elle est ce qu'elle est, il faut la prendre, il faut la travailler pour qu'on puisse en sortir la meilleure prévision possible. Mais surtout, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on a absolument à intégrer tous les fournisseurs dans notre prestation de supply chain. Et il faut les intégrer le plus tôt possible. Plus tôt, notre fournisseur aura l'information, lui aussi, plus tôt, il aura une meilleure prévision, et lui aussi, plus tôt, il pourra faire une meilleure production, en tout cas avec des coûts performants et pour satisfaire son client. Donc
Moi, ce que je vois, c'est vraiment une évolution sur la transversalité et l'intégration de toute la chaîne dans un ensemble. Et c'est pour ça qu'aussi les ERP, VK apportent une vraie couche supplémentaire, une vraie amélioration à cette notion de communication où il ne faudra pas oublier l'humain. Hein. La machine ne fera pas tout, mais en tout cas, elle nous aidera beaucoup. Oui, donc l'après-Covid, Alors, la supply chain après le... Oui, alors autant le Covid, il a effectivement, comme je le disais, éclairé ces zones d'ombre, autant l'après-Covid, il va garder un certain nombre de traces. On ne va pas revenir à l'avant, ça je pense qu'on est nombreux à l'avoir dit. Il y a d'autres enjeux qui sont en train de monter aussi tranquillement en puissance pendant qu'on est dans le Covid, qui sont les enjeux environnementaux qui deviennent de plus en plus forts, et à la fois d'un point de vue perception du grand public, mais aussi dans la législation. Il va rentrer dans la Constitution. Donc en fait, l'après-Covid, ça va se caractériser, je crois que c'est le sujet de l'environnement qui va redevenir très fort, et puis le sujet de la performance économique des entreprises, parce que pour certaines, elles se sont fortement endettées. Il s'agit de retrouver des marges, il s'agit de baisser du BFR, donc l'optimisation des stocks devient un sujet qui est extrêmement clé, et puis dans un contexte compétitif, puisque il faut effectivement bien satisfaire ses clients pour avoir sa place. Et pour que ce soit pas trop simple non plus, on rajoute les problématiques de nature géopolitique, le fait que il y a le Brexit qui fait qu'il y a des frontières qui, c'est un exemple. Hein, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des zones de sourcing historiques qui sont plus forcément aussi utilisables qu'elles n'étaient. Alors même si l'Asie reste un lieu de sourcing très très majoritaire, on se rend compte que en période de pandémie ou d'autres situations, il faut trouver d'autres moyens de s'approvisionner. Donc tout ça, mis dans un grand shaker, fait que... la confiance des ménages aussi, savoir si le bas de laine qui a été réalisé pendant cette période-là va repartir dans la consommation dans les mois qui viennent. Donc tout ça, c'est sans doute des données qui sont difficiles à intégrer dans les outils de prévision. Alors, je dirais les outils de prévision sont assez bons sur les incertitudes du quotidien. Et c'est leur rôle. Après, il y a les grandes incertitudes majeures, et là, c'est les directions stratégiques des entreprises, et c'est aussi le travail de l'approvisionneur de diversifier son sourcing, etc. Et une des tendances qui est apportée aussi par des outils comme les nôtres qui automatisent, c'est qu'ils sont aussi capables de libérer du temps aux équipes d'approvisionnement pour travailler l'ensemble de ces plans. Comment je fais pour diversifier mes sourcings? Qu'est-ce qui se passe si j'ai telle problématique un entrepôt qui ferme, un fournisseur qui ferme? Donc être moins dans les opérations et plus dans la stratégie. En fait. Voilà. Et là, on touche au mot-clé. C'est pas par hasard qu'il est vraiment important en ce moment, qui est le mot de la résilience, en fait, qui est vraiment ce qu'a montré cette période. C'est que les supply chains doivent impérativement être résilients, puisqu'on l'a bien vu. On ne sait pas si précisément que ça, à quoi ça va ressembler l'après-Covid. Il y a encore beaucoup d'inconnus, et donc c'est le moment de se préparer à l'inconnu, donc s'adapter très vite. Hervé ? Une question plus spécifiquement pour VK. Est-ce que votre solution de prévision s'intègre dans un ERP existant? Alors je vais essayer d'être bref, la réponse est oui. Elle est même faite pour ça. En effet, c'est très bref. Non, c'est une question très importante. Oui. Et c'est aussi le sens de notre partenariat avec Silverpoint. On a deux solutions aujourd'hui, ERP qu'on a sur le marché, et les VK s'intègrent aux deux sans problème. C'est pour ça que si cette capacité d'adaptabilité chez les clients est très importante aujourd'hui. Comment vous voyez l'évolution du marché là? Est-ce que la demande justement face à ces incertitudes grandes, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes de la part de vos clients? Comment... Les entreprises aujourd'hui ont toutes fait le constat qu'elles devaient être plus dans la performance, et ça c'est aujourd'hui la seule réponse qui a vraiment démontré qu'elle permettait durablement d'avoir des paliers de performance, c'est l'IA. Et puis le deuxième point dans l'automatisation, donc c'est des points qui sont absolument centraux. Et je reviens sur le fait que ça s'intègre dans les ERP, c'est aussi, ça n'a pas toujours été notre fer de bataille chez Vecchia, mais aujourd'hui on se rend compte que les entreprises, elles n'ont pas le temps ni la capacité d'installer 50 outils différents, elles ont besoin d'avoir une intégration des outils qui soit la plus fluide possible pour les utilisateurs. Et donc de plus en plus on se retrouve dans des projets en fait où on utilise l'ERP finalement pour communiquer avec nos utilisateurs. Comment je l'ai dit, on le prend à bras-le-corps, ce problème des prévisions. J'imagine que la première des questions à se poser, c'est pas forcément de savoir quel va être le bon outil, mais plutôt de mettre en place
une organisation, une collecte des données qui permet de savoir si les prévisions sont... Je pense notamment à ceux qui n'ont pas encore un outil aujourd'hui, qui sont encore sous Excel et qui s'interrogent pour savoir justement quelle est la bonne démarche à entreprendre. Quel conseil vous pouvez leur donner ? Alors je dirais il y a plusieurs étapes qui doivent être franchies. On peut aller directement à la version complètement automatisée et c'est pas finalement techniquement difficile à mettre en place. C'est une question d'accompagnement du changement dans les entreprises. Donc je dirais il y a autant de façons de chemin que d'entreprises et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de s'accompagner de partenaires qui eux ont la connaissance intime de chaque entreprise. On les équipe aussi qui sont capables d'aller investiguer en profondeur ces entreprises pour proposer le meilleur chemin. Donc on peut très bien et parfaitement remplacer du jour au lendemain, je dirais, une solution très à l'ancienne Excel avec une solution, je dirais, qui va apporter cette intelligence. Et donc nous, quand on fait ça, peut-être un truc à retenir, c'est de se dire il y a 4 lettres qui sont importantes, c'est PPDA. Je ne fais pas référence à votre éminent confrère, mais à People, Process, Data, Algorithme, et dans cet ordre-là. Donc c'est les 4 points finalement qui sont dignes d'être traités au cours d'un projet comme celui-ci. People, Process, Data, Algorithme. Pour compléter, chaque société va développer sa vitesse, va trouver sa vitesse de croisière. C'est-à-dire que c'est la société qui va projeter sa vision et qui va dire voilà vers où je veux aller et nous on doit s'adapter à sa vitesse. On ne va pas imposer quelque chose en tant que prestataire, mais c'est bien à la société de dire voilà où je veux aller et quelles sont les différentes étapes par lesquelles je vais passer pour y arriver. Et c'est ça qui est important, mais oui, si on arrive à libérer la décision au plus près du terrain, au niveau du personnel, ce sera un grand gain pour la chaîne, la supply chain. Ouais. Je pense que ça sera le mot de la fin, la conclusion en fait. J'ai bien apprécié cet échange. J'ai compris qu'on allait de moins en moins vers des prévisions déterministes. On allait de plus en plus introduire la probabilité dans les prévisions. Et puis vraiment, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Il va falloir se préparer à l'inconnu. Donc pour se préparer à l'inconnu, écoutez, merci d'être venu sur le plateau ce matin pour nous avoir fait partager votre vision. Et puis nous allons suivre ce partenariat entre Silverprod et Eveka attentivement. Et en tous les cas, merci à vous d'être venus sur le plateau ce matin. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Nous vous donnons donc rendez-vous pour un prochain débat sur le plateau de Supply Chain Village. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Merci Manuel. Bon.